Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du Spot, le podcast où on parle de géomatique de façon décontractée en prenant un verre. Avec moi, mon fidèle co-animateur Jonathan Roy de chez H4Geo. Et cette semaine, on reçoit François Lagagnère de chez Consortec, associé chez Consortec. Exact. Bonjour François. Bonjour les gars. Salut. Donc, François, avant de rentrer dans le vif du sujet puis de jaser de Consortec, peux-tu nous expliquer un petit peu c'est quoi ton parcours en géomatique? D'où est-ce que tu viens puis comment tu as atterri en géomatique? OK. Oui. Ben, premièrement, mon parcours en géomatique, je suis pas un géomaticien de formation. Moi, je suis un gars de développement d'affaires. Pas de formation, mais je suis un économiste de formation. Okay. Mais rapidement, pour un million de raisons, j'ai bifurqué dans le domaine de la vente. OK. Et puis, j'ai commencé chez Consortec en 2006 comme développeur d'affaires. OK. Puis Consortec, quand je suis arrivé, c'était une business qui était, je dirais, 2 tiers ingénierie, Autodesk, puis un tiers géomatique. OK. Puis, avec le temps, j'ai développé, pas bizarrement, là, mais principalement le volet ingénierie qu'on a finalement vendu à SolidCAD pour se concentrer justement exclusivement sur le volet géomatique. Okay. Est-ce que tu dirais que tu œuvres encore dans l'économie? Parce que moi, je trouve que l'économie puis la géomatique sont intimement reliés, by the way. Ben moi, je te dirais, très honnêtement, à partir du moment où j'ai terminé l'école, j'ai des concepts, des fois, d'économie que j'utilise, là. OK, c'est stretch un peu. Ouais, c'est ça, j'utilise pas vraiment. Ben, tu utilises encore une fois les concepts d'économie, plus je te dirais, en tant qu'entrepreneur, qu'en tant que géomaticien, par contre. Mais dans le fond, fait que toi, dans le fond, t'es rentré dans la géomatique un peu par le domaine du développement des affaires en rentrant chez Consortec. Exact. Puis, tu sais, tu disais, OK, chez Consortec, vous êtes parti vous faisiez ingénierie, puis un peu de géomatique. Qu'est-ce qui a orienté le fait d'aller plus vers la géomatique? Ben, 2 raisons. Premièrement, en étant un revendeur Autodesk, on était dans un monde qui changeait beaucoup. Puis c'était un monde où, justement, notre fournisseur Autodesk, ils ont mis des règles en place qui dans le fond, qui favorisaient les gros joueurs. Fait qu'on avait le choix de devenir big ou de se faire acheter. OK. Puis finalement, dans une rencontre, nous, on a un comité stratégique. Puis ça arrivait une couple de fois qu'on chialait un peu contre le modèle d'affaires d'Autodesk. Puis bon, il faisait plus ou moins notre affaire. Puis à un moment donné, la personne nous a posé une question vraiment intéressante. Il dit, les gars, si vous partiez d'une page blanche, qu'est-ce que vous feriez? Puis là, on s'est regardé. On a dit, tu sais, la géomatique, c'est un domaine qui est en expansion. Puis, ce que nous, on fait dans la géomatique, tout le volet de l'automatisation, de l'intégration avec FME, on considérait qu'il y a encore plein de place à prendre. Puis ça s'est comme fait un peu naturellement. On a dit, Christy, c'est ça qu'on veut développer. On voit du marché. Puis en même temps, comme la relation avec Autodesk n'était pas super intéressante, puis on s'est dit, ça pourrait être intéressant justement de construire l'option, juste de vendre ça, puis de repartir from scratch. C'est exactement ce qui est arrivé. OK. Mais il me semble qu'avant que tu sois avec Consortec, tu avais quand même déjà comme rentrer dans le marché un peu de tout ce qui était géospatial. Non, pas du tout. Du tout? Moi, je partais de zéro. Moi, j'ai travaillé pour des firmes qui faisaient du body shop en technologie. OK. Simplement. OK. Fait qu'on plaçait des gens qui faisaient des projets SAP, Oracle. Ah ouais, OK. OK. Mais quand même de quoi d'informatique, pareil. Ouais, c'est ça, de la technologie. Ouais. Puis aussi, tu sais, tu parles dans le fond, Consortec, ça vient de où? Est-ce que c'est une entreprise qui vient d'ici? Oui. C'est parti comment? Consortec s'était fondé en 1988 par Pierre Genet, qui est le père maintenant de mon associé Guillaume. Okay. Puis à la base, Consortec a développé des outils pour les départements d'évaluation municipale, dans des villes, évidemment, ça le dit. C'est comme ça que donc c'était une shop à la base qui développait des produits. Ah ouais, okay. Puis au fil du temps, après ça, ils ont ajouté le volet de distribution Bentley. Durant quelques années. Puis là, il y a eu vraiment beaucoup de force chez Autodesk. Puis après, Bentley a décidé justement de changer son modèle d'affaires, de faire de la vente directe. Donc, à ce moment-là, Pierre, qui était le président, le patron, s'est tourné vers Autodesk.
il a monté la business Autodesk. Entre-temps, c'était la business Autodesk, mais quand même très, très géomatique à l'époque où Autodesk, il y avait une certaine part de marché. Mais même avant Civil 3D, Map 3D, mais même avant Map 3D. Puis nous, là, évidemment, je passe beaucoup plus loin, mais on était longtemps vus par Esri comme des compétiteurs. Puis après ça, ben là, quand on a vendu notre business Autodesk, même encore là, ils nous regardaient un peu du coin de l'œil, puis ils nous voyaient un peu comme des compétiteurs, puis il a fallu que je aille m'asseoir avec eux autres, puis regardez les gars, là, on est zéro compétiteurs, là, tu sais. Même quand on était Autodesk, on était moyen compétiteurs, puis là, on l'est plus du tout, là. Donc, mais tout ça pour dire, ça a passé, il y avait vraiment eu plein d'étapes, là, chez Consortec, dont Bentley, Autodesk, en parallèle, tu sais, nous, on est revendeur FME, Safe Software, ça fait quand même depuis 1999, là, ça va faire 23 ans qu'on est là-dedans. Fait que ça, je disais qu'ils vivaient en parallèle, mais il y a eu plus, je dirais, d'efforts qui ont été faits au niveau, qui ont été mis au niveau Autodesk, comme tu parlais, tu sais, justement, du génie civil, génie du bâtiment. On était dans les premières firmes qui ont réalisé des projets BIM au Québec. Donc, on a vraiment bâti une belle business Autodesk qu'on a vendue. En parallèle, on avait une business BIM qu'on a aussi vendue pour vraiment... Là, maintenant, on est une firme 100% géomatique. Je me présente comme étant des consultants en performance géospatiale. C'est intéressant parce que on dirait que vous avez fait un peu le parcours contraire que je vois poindre chez à peu près toutes les firmes de géomatique, c'est-à-dire que vous êtes parti en produit puis vous vous êtes enligné vers du service. Tu sais, d'habitude, on voit un peu le contraire arriver, là, tu sais, comme supposons mon entreprise, on est un peu là-dedans actuellement, c'est-à-dire qu'on fait du service. Puis, tu sais, comme on développe un peu des produits sur le côté. Tu sais, on parlait il y a quelques semaines avec Danny Bouchard de chez Cartovista. C'était la même chose pour eux. Tu sais, ils ont parti en service à faire puis ils ont développé du produit après. Fait que c'est quand même... on a fait l'inverse. Puis honnêtement, pourquoi Pierre a décidé à un moment donné justement de devenir d'aller dans la revente côté de Bentley, honnêtement, tu sais, on a eu bien des discussions, Pierre et moi, là, puis, mais j'aurais même pas de réponse, de réponse précise à te donner. Là. OK. Fait que là, dans le fond, là, présentement, vous êtes une shop de géomatique. 100%. Vous spécialisez en quoi? T'as parlé un peu FME. Partenaire Esri. Esri, exact. Votre créneau, c'est quoi? C'est acquisition, traitement, diffusion? Où est-ce que vous vous positionnez là-dedans? Traitement. Traitement. Là, je t'ai parlé tantôt justement de performance géospatiale. Tu sais, notre année financière, nous autres, c'est du 1er août au 31 juillet. Puis je te dirais que dans notre dernière année financière, là, du 1er août 2020 jusqu'au 31 juillet 2021, on a travaillé, je vais le nommer, avec Luc Vaillancourt, que vous avez déjà reçu ici de Balise, puis il nous a aidé beaucoup, Luc, à repositionner notre entreprise, puis en fait, à rebrander, parce qu'on l'a pas repositionné, on fait la même affaire qu'on faisait avant, c'est juste qu'on l'annonce différemment aussi. Mais c'est vraiment tout le volet, justement, du traitement de données, beaucoup avec FME. Puis dans un monde où si nos clients, c'est beaucoup le municipal, gouvernemental, donc avec des gens qui vont travailler principalement avec du Esri, beaucoup d'Esri Enterprise aussi. Okay. Donc on les aide, on le dit, puis on le fait aussi à maximiser leurs investissements justement dans les plateformes, dans les outils de la plateforme ArcGIS, ou des fois ça peut être juste des projets quand même, là, mais des projets au niveau justement du traitement de la donnée, automatisation des processus. En quoi ArcGIS puis FME sont complémentaires? FME, c'est un outil qu'on appelle en langage informatique ETL, Extract, Transform, Load. Donc, les gens qui vont travailler dans l'environnement Esri, puis c'est drôle parce que c'est pas tout le monde chez Esri qui connaît bien FME aussi. Fait que des fois, quand ils vont avoir justement de l'automatisation à faire de plein de façons, ils vont suggérer, mettons, de faire dans le fond du code standard, des scripts de base de données pour justement pouvoir faire lier avec leur base de données anciennement SDE, là, Esri Enterprise. Donc nous, dans le fond, on arrive avec un outil qui est considéré, qui est de type no-code, low-code, avec une interface graphique. Donc, nous, on dit, au lieu de développer du code Python, qui n'est pas toujours... c'est pas tous les géomaticiens qui sont à l'aise avec le code, ou même quand tu es à l'aise avec le code, après ça, de faire un code bien structuré qui va bien vivre dans le temps. C'est pas toujours super simple. Donc, nous, ce qu'on dit à la place, fais-le de façon plus simple avec un outil, justement, qui est pas mal low-code, puis qui va te permettre de faire les liens entre tes différentes applications Esri, ou des fois, tes processus de données, ou de faire un lien Esri avec tes permis
ton système de finances, ton système de gestion des bons de travaux, ou peu importe le système que tu vas avoir. C'est intéressant, ça. Je pense il y avait une joke qui circulait un bout de temps sur FME qui disait ça fait tout sauf le café et encore là. Puis, c'est geek comme joke, ça. Ouais. ça existe des blagues de géospatial. Ouais, c'est ça. Mais dirais-tu que c'est ça? Oui, je l'ai déjà entendu. C'est vrai dans un sens, c'est ce que tu peux faire avec FME, c'est pas mal, dans le fond, la limite de ton imagination. Puis ça peut paraître bien cool comme ça. Mais pour un gars de développement d'affaires, là, c'est dur en table. C'est hyper dur à vendre. Parce que, tu sais, qu'est-ce que ça fait, FME? Ben, tout. Qu'est-ce que tu veux faire? On va te dire, puis là, ben, OK, fait qu'ils sont déstabilisés. Puis, tu sais, tout notre volet du rebranding, c'est un peu ça aussi. Parce que c'est dur à vendre, FME. Puis, en plus, je sais pas si vous êtes familier avec l'outil puis avec le marketing de Safe Software. Tu as dit c'est donc ben geek comme joke. Allez sur le site de Safe Software, allez dans leur World Tour. C'est hyper geek. Ah ouais, hein? C'est une super belle compagnie. C'est une compagnie de Vancouver. C'est niché. Oui, c'est niché, puis en même temps, ça ne l'est pas tant que ça. Non, parce que tu peux aller chercher plein de tu sais, tu peux aller chercher tout, là, puis faire tout. Tout simple que ça. C'est une plateforme d'intégration de données. Hein. Tu sais, puis des fois, nous, on deal avec des clients, on rentre toujours, nous, on fait affaire avec des géomaticiens. À la base, puis notre branding, on s'adresse à des géomaticiens. Si vous venez sur notre site web, vous allez voir, on s'adresse à des géomaticiens. C'est notre persona en mode affaires. Mais la réalité, c'est qu'une fois qu'on rentre dans une organisation où la géomatique est importante, bien là, on est amené à jouer avec les TI. Puis, dans plusieurs cas, ils sont capables de voir que FME, c'est une plateforme d'intégration de données. Le FME standard desktop, qui est l'outil ETL, mais quand tu le jumelles avec le FME server, là, tu deviens avec une plateforme d'intégration de données. Puis là, ben, quand tu tombes dans le domaine d'intégration de données, ben là, tu peux te battre contre les méga gros joueurs, tous les Oracle, Microsoft, Microsoft, ils ont tous des produits comme ça. Est-ce que FME est à leur niveau? Non. Est-ce que pour plusieurs clients, est-ce que ça peut faire la job? Oui. Est-ce que tu dirais que FME, en termes de géospatial, est plus hot quand même que les autres solutions? Absolument. Ben, c'est vraiment le edge, là. FME, au niveau justement du traitement géospatial puis de la possibilité de se connecter sur des formats géospatiaux, c'est clairement là, c'est le nec plus ultra, il n'y a aucune compétition. Okay. Mais vu qu'on parlait justement du volet des larges possibilités, c'est pour ça, nous, quand tu rentres au niveau de la géomatique, dans le fond, les gens ils disent c'est qui ta compétition? Ben, au niveau de la géomatique, ma compétition, c'est le statu quo. Je continue à coder parce que soit je suis bon ou parce que je veux rien savoir, ou je continue à faire des scripts, ou je fais des model builders avec du code un peu, là. Ça, c'est ma compétition. Au niveau des géomaticiens, puis après ça, ben là, comme je te dis, quand je rentre dans TI, ma compétition, c'est il y en a. Mais, tu sais, supposons, OK, tu disais, moi, ma clientèle, c'est les géomaticiens. Fait que j'imagine, quand tu rentres, par exemple, vous êtes beaucoup dans le monde municipal, j'imagine? Oui, beaucoup dans le monde municipal, gouvernemental, les utilités qu'on appelle, là, les Hydro-Québec, Bell Canada, CN et compagnie. Là. Dans le fond, c'est des gens qui vont gérer beaucoup d'assets, justement, sur un territoire donné. Puis est-ce que quand tu rentres, par exemple, chez ces clients-là, est-ce que c'est le genre, OK, le géomaticien veut ça, mais c'est pas le géomaticien qui a le pouvoir de décision, fait que faut gérer plus un département de TI. Avec qui vous faites affaire en premier? Nous, on fait affaire avec les géomaticiens. Puis honnêtement, j'ai essayé de m'adresser aux TI aussi. Puis pour un million de raisons, on raisonnait pas trop du côté des TI, à moins qu'ils connaissaient déjà FME parce que c'est dans leur organisation. Mais encore là, il était rentré par la géomatique. Mais vraiment, j'ai jamais réussi à trouver le bon ton pour intéresser les gens de TI, parce que comme je dis, il y a tellement de plateformes d'intégration de données, c'est pourquoi ta patente faite par des geeks à Vancouver plus que Microsoft ou plus que ci, que ça. Fait que nous, on rentre au niveau de la géomatique, puis c'est sûr que quand ils veulent implanter FME Server, la version entreprise, puis que là, qu'ils veulent faire des liens avec d'autres systèmes, là, faut qu'il y ait une bonne, je dirais, collaboration, une bonne ouverture avec les TI. Mais ça, moi, en tout cas, je trouve que c'est un sujet en soi de voir l'évolution des départements de géomatique. Je sais pas vous autres, là, mais nous autres, en tout cas, dans mon monde à moi, j'ai vu une évolution. Souvent, la géomatique était... Je vais utiliser le mot parqué dans les travaux publics, dans l'ingénierie, où il était parqué au niveau justement de l'urbanisme. L'urbanisme, exact, c'est ça. Gestion du territoire, urbanisme. C'est pas mal les deux principaux. Puis maintenant, de plus en plus, on les voit qui sont ramenés dans les départements TI, ou s'ils ne sont pas,
ils ont des pas mal meilleures relations. Le lien se fait mieux actuellement. Dans le fond, tout le monde dit que la donnée est importante, tout le monde veut valoriser la donnée. Puis en tout cas, dans notre type de clientèle, la donnée avec la composante de localisation, elle prend beaucoup de place, mais elle est très importante. Fait que tu peux plus la parker dans un coin parce que c'est pas logique. Ouais. C'est fou parce que de tous les podcasts qu'on fait, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui s'adresse aux géomaticiens, en fait. C'est vrai, hein? C'est fou parce que vois-tu, l'affaire, c'est qu'on essaie de démocratiser le plus possible la géomatique, mais en même temps, pour les géomaticiens, FME, c'est une bénédiction. Parce que à cause de l'interopérabilité des données, puis non seulement ça, mais en plus, tu sais, il y a des données que tu vas aller chercher de je sais pas moi, du BIM, ou que tu vas aller chercher, tu sais, des données plutôt CAD, plutôt de whatever, qui vont faire en sorte que, justement, tu vas pouvoir faire le pont entre ces professions-là. Oui. Mais... Parce que d'habitude, on n'essaye pas de s'adresser aux géomaticiens. Le mot géomaticien, là, on essaie de ne pas le faire vivre le moins possible. C'est vrai que, tu sais, comme de tous les gens qui sont venus sur ce podcast-là jusqu'à maintenant, à chaque fois, on demande c'est qui votre clientèle. Ben, la clientèle, c'est le retail, c'est l'assurance, c'est les... Alors chacun son métier, puis honnêtement, ça prend des gens qui vont développer la géomatique à l'extérieur des géomaticiens. Tu sais, moi, je parlais avec différentes personnes, justement, qui développent des solutions incroyables, que ce soit les gens chez Anagraph, les gens, justement, chez Cartovista, Opa, Caroline, que vous avez reçu il y a un petit bout. Eux, ils s'adressent à d'autres personas que les gens de géomatique, puis c'est super correct, et ça aide à démocratiser. Mais nous, de par notre offre de service, de pouvoir justement amener de la performance géospatiale, ben ça implique que tu as déjà du géospatial dans ton organisation. Fait que nous, c'est ça, c'est un persona qui est différent, qui est pas différent, mais qui est vraiment très, très targeté, justement, géomaticien. Mais tu sais, parce qu'au final, je veux dire, le département de géomatique que vous aidez, il s'adresse à, tu sais, bon, monsieur, madame, tout le monde. Il sert aussi beaucoup de départements à l'intérieur de leurs organisations. C'est ça, mais vous, dans le fond, ce que vous faites, c'est que vous prenez justement les données géomatiques, puis vous rendez le processus, je dirais pas sans douleur, là, mais disons que vous améliorez... Vous êtes un bon painkiller. Ouais, vraiment. Parce qu'il y a des affaires que tu peux pas faire avec... Puis tu sais, des logiciels, on sait, il en existe une tonne. Mais il y a des affaires que tu peux pas faire avec des logiciels, mais ta solution finale, c'est FME. Puis là, t'es comme, FME. Mais FME, ça vient d'où? Ben, je veux juste, avant, là, il y a un bout que tu as dit, puis ce qui est super bon, puis que mon associé Guillaume, il va être super content que je le mentionne, mais c'est directement lié à ce que vous avez dit, notre mission d'entreprise. Notre mission d'entreprise, c'est d'aider les géomaticiens à faire briller leur département et leurs données au bénéfice des autres départements de leur organisation et de la communauté, parce que bon, c'est beaucoup des entreprises municipales. Fait que tu sais, ce que tu as dit, c'est exactement ça, parce qu'on se rend compte que dans beaucoup d'organisations, surtout, je dirais, les moyennes et les plus petites, la géomatique, des fois, ils en arrachent un peu à aller se vendre, puis à aller faire valoir ce qu'ils peuvent offrir, soit de par leurs données ou de par, dans le fond, l'expertise qu'ils ont. Donc, nous, c'est vraiment notre mission. C'est pour ça qu'on se lève le matin. Quand on peut aider ces gens-là, ces départements-là, à sortir de leur coquille, c'est vraiment, là, je te dirais, c'est vraiment ce qui nous allume, ce qui nous drive. C'est intéressant. Que je voulais pas manquer ce bout-là parce qu'il était right on. Notre mission d'entreprise, pourquoi on existe. Là. Mais c'est intéressant parce que tu viens de dire exactement dans tes mots quelque chose qu'on répète un peu souvent dans notre podcast, qui est le fait que les géomaticiens, on a un peu de difficulté à se vendre. À sortir de notre silo aussi. Puis sortir Ça dépend lesquels, mais je trouve que, perso, moi, c'est une critique que je fais souvent aux géomaticiens. Je veux dire... pas juste aux géomaticiens, n'importe quel professionnel qui est trop niché. Je veux dire, la vie, c'est plus large que ça. Là. C'est la section coach de vie. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout pourquoi tu fais les choses. Puis chez nous, moi, j'ai souvent cette discussion-là avec nos gens, puis surtout nos développeurs. Ça fait tellement longtemps qu'on fait du FME. Là, on a des développeurs, honnêtement, là, qui font des triples saltos arrière avec 88 vrilles technologiques. Puis c'est super cool. Mais moi, après ça, des fois, je me demande, OK, mais pourquoi tu as fait ça? Ah, ben, je sais pas. Mais
c'est important que tu saches pourquoi tu fais. C'est correct, ton client il dit hey, tu peux-tu me faire telle affaire super compliquée? C'est correct que tu sois fier de le faire, tu le fasses, parfait, tu l'aides. Mais ultimement, c'est bon de savoir pourquoi aussi. Pourquoi il veut faire ça. Puis des fois aussi, le danger, c'est justement à vouloir faire, dans le fond, des prouesses technologiques, mais des fois, on passe à côté des choses aussi. Donc, c'est important aussi de bien comprendre qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi tu fais ça, c'est qui tu vas aider au bout de ça. Puis après ça, on choisira bien. T'es-tu en train de réinventer la roue ou c'est quelque chose qui existe déjà puis qu'on peut faire facilement? Là, exact. Puis là, l'automatisation devient vraiment important, puis les liens entre les différentes applications, puis spécialement dans le monde Esri, tu sais, je sais pas si vous êtes familier un peu, mais il y a une application, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Puis à un moment donné, ils scrapent elle, ils en refont une nouvelle. Puis, c'est important d'avoir une stratégie, puis d'essayer d'optimiser le flux. Là. Qu'est-ce qu'il y a avec CD Engine? Aucune idée. CD Engine, c'est quelque chose que j'ai entendu qui était là pour... Bon, OK. Peut-être que certains sachent, je suis urbaniste aussi. Je ne vais pas payer ma licence. Mais CD Engine, c'était une application de SRI qui avait sorti pour faciliter, dans le fond, l'aménagement urbain. Oui. Je connais de nom. J'en ai pas entendu depuis un bon bout de temps. Je sais ce que ça fait. Encore là-dessus, moi, je suis un gars qui a quand même beaucoup d'opinions parce que, je parle avec beaucoup de clients. Tu sais, nous, je te disais chez Concertec qu'on était dans le BIM. On était dans les premiers qui ont fait, moi j'appelle ça l'évangélisation du BIM. Aller voir les premiers donneurs d'ordre, les premiers entrepreneurs pour leur expliquer pourquoi ils doivent modéliser, blabla. Puis dans Autodesk, dans la suite Autodesk, il y avait un produit qui s'appelle encore Navisworks. C'est pour ça qu'il y en a eu un autre aussi qui était plus de type un peu géomatique, la vision globale aussi, puis j'oublie le nom, là. Puis je sais qu'Esri, justement, il y avait justement le City Engine, puis un autre aussi, je pense aussi, là, que j'oublie le nom. Mon point par rapport à ça, c'est que le 3D, je vais dire paramétrique, intelligent qu'il y avait dans le BIM, ça prend un certain temps avant qu'il s'implante. Là, je te dirais, je sais que les gens d'Esri, ils poussent ce volet-là aussi. Moi, je te dirais que le marché, en tout cas de ce que nous, on en voit, là, il commence à y arriver. Donc, ce qui arrive avec City Engine, c'est sûrement quelques précurseurs, on appelle early adopters en anglais, là, qui travaillent avec. Mais globalement, moi, pour parler avec plein de GIS managers, là, de gestionnaires de GIS, c'est pas sur le radar. En tout cas, c'est peut-être sur leur radar, mais c'est pas dans leurs préoccupations, je dirais, là, quotidiennes, puis 2022, là, mettons. Là. C'est intéressant, ça, parce que, tu sais, j'ai l'impression que tu sais, souvent, puis tu sais, des fois, on va recevoir des gens au podcast ici qui sont justement là, edgy, puis on s'en va là, puis tout, mais tu sais, j'ai l'impression, puis tu me diras si je me trompe, que toi, t'as les mains là dans c'est quoi qu'un géomaticien actuellement au Québec ça fait, genre, puis c'est quoi ces peines qu'on doit... Qu'est-ce qui fait exact, qu'est-ce qui fait mal. Puis j'ai les mains dedans, oui, j'espère avoir les mains dedans, mais je souhaite le plus possible être au courant, de leur peine aujourd'hui, de leur peine aussi plus tard, mais moi, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, on a parlé beaucoup des erreurs qu'on a fait. Je souhaite plus trop faire de l'évangélisation. Je laisse ça, tu sais, Esri, eux autres, ils vont justement beaucoup faire, ils vont beaucoup parler justement de BIM to GIS. Tu sais, quand tu parles du City Engine, pour moi, ça sonne BIM to GIS, indoor mapping. Tu sais, ça, c'est des choses qu'Esri vont beaucoup pousser, puis c'est correct dans un sens que on n'est pas rendu là, mais on sait qu'on va y arriver. Ouais. Puis ça, eux autres, en tant que manufacturiers, c'est leur job de faire ça. C'est risqué de faire ça aussi. Exact. Au niveau de l'entrepreneur, c'est hyper risqué. Ouais. Parce que là, tu travailles, puis dans le fond, tu es en train de développer un marché futur. Pour tout le monde. Fait que moi, au bénéfice de tout le monde. Fait que moi, ce que je souhaite faire maintenant, je vais être au courant de ça. Je le regarde sur mon roadmap. Mais moi, ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est comment j'aide justement les géomaticiens du Québec, puis du Canada, même des États-Unis, comment je les aide à justement à faire arriver leur vision, puis surtout au niveau justement, encore une fois, du volet du data flow, donc les processus, les optimiser, puis de connecter leur application avec d'autres systèmes pour propager la bonne nouvelle ou les capacités du volet géospatial. C'est bien dit ça, parce que tu sais, tu réponds à un besoin direct. Ouais, puis tu n'as pas besoin de te compromettre à essayer de voir qu'est-ce qui va arriver puis de prendre ce risque-là. Ouais, puis tu sais, un des trucs, moi, que je sais pas, tu me diras si tu constates la même chose aussi, mais tu sais, c'est bien beau parler d'indoor, de parler de BIM, puis tu sais, là, on arrive avec du big data et tout, mais j'ai l'impression que si tu rentres dans les départements de géomatique municipaux, dans les entreprises ou quoi que ce soit, il y a encore, j'ai l'impression, un enjeu qui est
ben OK, mais comment est-ce qu'on classe bien notre donnée pour pas la perdre? Tu sais, l'enjeu de l'archivage, l'enjeu de retrouver nos données, tu sais, tout ça, là, j'ai l'impression que c'est des choses qui sont encore présentes dans beaucoup d'organisations. Puis le traitement de données, tu sais, j'ai comme l'impression que c'est pas encore à niveau. C'est pas encore 100% maîtrisé, puis c'est pas compliqué de savoir pourquoi aussi. C'est quand même les départements de géomatique, je vais dire d'une ville moyenne ou d'une organisation moyenne, c'est pas un gros département. C'est sûr que ce que tu dis, mettons, si tu l'appliques au CN, le CN, ils sont très loin. T'sais, eux autres, ils en font du big data, ils font plein de choses, mais ils ont les moyens de leurs ambitions, ils ont des grosses équipes. Ouais. Mais quand tu as une équipe, mettons, avec le JS Manager, un DBA, puis avec quelques analystes, puis un technicien, there's so much you can do aussi. Exact. Il y a tout ce volet-là aussi. Là. Puis elles existent, ces organisations-là. Absolument. Puis nous, c'est vraiment ce qu'on target. T'sais. Oui, des fois, une grosse organisation peut nous demander qu'on sentait qu'il faut faire quelque chose, mais quand je t'explique c'est quoi notre mission, je m'adresse justement à ce persona-là qui est dans une organisation moyenne, puis je l'aide à se structurer, je l'aide à être plus efficace pour justement qu'il y ait plus d'exposure, qu'il y ait plus de budget, qu'il y ait du nouveau staff qui rentre, parce que la géomatique, là, c'est vraiment, là, moi en tout cas, je trouve que c'est pareil comme l'associé SideGrade, puis il y avait un client de chez Hydro-Québec qui était dans un département pas de géomatique au niveau de l'expertise immobilière, que lui, justement, c'est vraiment ça qu'il avait dit dans un World Tour FME devant les fondateurs de Safe Software. Il avait dit, nous autres, FME, ça a été vraiment comme la saucisse SideGrade. C'est quoi la saucisse SideGrade? Plus on en mange, ben, plus elle est fraîche, plus on en mange, puis plus on en mange, plus elle est fraîche. Fait que c'est vraiment, c'est créer un cercle vertueux. Au lieu de faire un cercle vicieux, c'est un cercle vertueux. Puis nos bons clients aussi, ils sont comme ça. Ils ont des départements qui sont capables de démontrer, je veux dire, leur capacité, leur muscle à d'autres départements. Puis après, ils sont capables d'aller chercher plus de budget, plus de staff. C'est clair. Puis je pense qu'en plus de ça, ils vont juste bénéficier de ça. Je pense à des arrondissements de grandes villes, pour ne pas les nommer, qui, justement, ils ont pas le staff géomatique qu'ils auraient besoin, mais pourtant, c'est quand même des gros arrondissements qui ont beaucoup de besoins, qui ont des gros développements, puis que justement des organisations comme la vôtre, où est-ce que vous allez répondre, où est-ce que vous allez faciliter, puis où est-ce que vous allez pouvoir justement optimiser dans le fond leur ce qu'ils peuvent démontrer à la ville-centre, par exemple, puis obtenir plus de saucisses. Exact. Great. Ben, tu m'amènes sur un point, là, j'imagine que c'est pertinent aussi. Quand tu as des grandes, mettons, plus l'organisation est grande, plus après ça, justement, il y a comment tu structures ton département. J'avais dit dans quel département tu vas le parker ou tu vas l'assigner, je veux dire en bon français. Tu l'assignes. Mais après ça aussi, il y a le volet, comment tu le déploies. Justement, corporatif, tu sais, un GIS corporatif, puis après ça, d'amener, mettons, un analyse d'affaires GIS dans chaque département, d'avoir plus de petits groupes un peu plus indépendants avec un département corporatif. Moi, j'ai pas la réponse pour te dire c'est laquelle la meilleure au niveau du fonctionnement, mais clairement, au niveau de l'exécution, ça fait une différence. Parce que des fois, t'as beaucoup de bonne volonté de créer un bon groupe de GIS corpo qui ont beaucoup de compétences puis tout, puis des fois, dans l'exécution, ça se passe pas nécessairement bien. Mettons, tu pourrais donner, puis je veux pas donner d'exemple précis, mais tu sais, des fois, tu vas avoir justement tu parlais, mettons, de ville-centre versus d'autres villes ou quoi que ce soit, mais quand on tombe dans cette dynamique-là, je pense que tout est dans l'exécution. Puis la communication entre les départements, ça tu sais, comme, supposons, tu sais, est-ce que, par exemple, je sais pas, tu as des GIS analystes en urbanisme, tu as des GIS analystes en ingénierie, est-ce que ça se parle? Est-ce que c'est des... Ça dépend. Il n'y a pas une organisation qui est pareille. Moi, je te dis, tu sais, la structure que tu mets en place, moi, en tout cas, nous, ce qu'on voit qui fonctionne le mieux, justement, c'est de mettre idéalement la géomatique avec les TI. Ou en tout cas, s'ils sont pas là, il y en a des organisations qui sont pas là, mais ils ont une super belle relation. Fait, c'est un peu comme s'ils y étaient. Okay. Mais après ça, comment tu le déploies, là, je pense... Encore là, c'est un volet, tu sais, organisation. C'est plus un volet de communication puis de confiance. En fait, je te le dirais maintenant que j'y réfléchis, là, beaucoup la confiance, parce que des fois, le groupe corporatif, ils vont pas avoir confiance aux autres groupes, ils vont vouloir garder le contrôle sur plein de choses. Puis là, tu leur enlèves beaucoup d'initiatives, d'autonomie. Puis tu sais, dans n'importe quelle organisation, s'il n'y a pas de confiance, ça va pas super bien. Puis, vas-y. Ouais. Ben, je me demandais, tu sais, là,
grosso modo, ce que je comprends, c'est que vous faites de l'automatisation, du traitement de données. Tu semblais me dire, vous travaillez beaucoup avec FME, avec Esri. Ça correspond à quoi comme pourcentage? T'sais, est-ce que vous passez plus de temps à faire du FME, plus de temps à faire de l'intégration sur des produits Esri? Comment ça se sépare à peu près? Écoute, je pourrais pas te le dire parce que, tu sais, la plupart des... Même dans le temps qu'on n'était pas Esri, tu sais, je dis l'automatisation, mais c'est vraiment c'est de l'optimisation quand même au sens plus large que juste l'automatisation. Mais comme je te dis, comme la plupart de nos clients sont Esri, il y a toujours une portion Esri. Maintenant, quelle est la portion Esri versus la portion FME? Je te dirais, de plus en plus, on fait du pur développement Esri, dans le sens un Esri web app, ça peut être justement un Esri dashboard, des choses comme ça. Maintenant, on va faire du travail pur Esri. Ça, c'est nouveau. Okay. Mais dans l'automatisation, dans l'architecture de la solution, il y a toujours eu les deux quand même. Là. OK. Ou à part, je dis ça, mais c'est plus ou moins vrai parce qu'on a quand même des clients qui viennent nous voir. Puis justement, ils viennent nous voir avec ce que j'appelle un beau petit paquet bien enveloppé. Ils ont pensé à leur affaire, ils ont fait leur architecture. Puis ils nous disent, OK, voici le bout FME. Consortec, c'est vous autres FME, faites-le. Puis c'est sûr que c'est ce qu'on essaie de casser, pas parce qu'on n'est pas capable de le faire, on le fait, mais souvent c'est parce que là, on est pris avec la contrainte de comment le client y a réfléchi avec sa connaissance ou sa non-connaissance de ce que FME fait. Fait que de plus en plus, moi, je fais beaucoup d'éducation auprès de nos clients aussi, puis dire, impliquez-nous en amont dans vos discussions aussi, parce que, encore une fois, on est des consultants en géomatique. On est des experts FME, mais à la base, on est des géomaticiens. Donc, on veut voir, dis-moi ce que tu veux faire, dis-moi c'est quoi ton processus. Puis là, je vais te présenter la meilleure séquence, si on veut, dans ton processus, avec l'automatisation, puis avec la configuration aussi des différents outils, Esri ou FME. Donc, une longue réponse qui est un peu grise, mais c'est notre réalité quand même. Là. Puis, tu sais, est-ce que tu constates... Les gens, par exemple, chez qui tu rentres, je pense qu'il y a beaucoup de municipalités qui ont fait des gros investissements justement dans des infrastructures Esri dernièrement et tout. Quand tu rentres, est-ce que les gens vont plus vers les solutions cloud, genre ArcGIS Online, ou les gens acquièrent les solutions enterprise hébergées chez eux? C'est une excellente question. Puis, parce que tu m'amènes à penser à différentes choses. Juste une mini parenthèse là-dessus, je te mets dans notre positionnement. On a défini ce que nous, on considère comme de la performance géospatiale. Un peu, je t'explique ce que je t'ai expliqué. Puis un des volets qu'on a remarqué, c'est quand même, tu parlais justement d'acquérir de la technologie. Dans notre cas, nous autres, c'est beaucoup Esri. Puis il y a tout le volet aussi de l'acquisition de données. Fait qu'à la base, souvent les gens, puis là, moi, je le vois des nouveaux départements de géomatique qui naissent. Les gens, ils disent, OK, ça me prend de la donnée, ça me prend de la technologie. Puis le premier réflexe, c'est pas tout le temps aussi de penser, OK, comment je vais faire parler ça, cette donnée-là, cet intrant-là, avec, dans le fond, avec mes outils, comment je vais pouvoir les faire parler pour pouvoir justement donner des outputs à mes clients. Puis en parallèle aussi, on dit aussi aux gens aussi, essaie de travailler sur soit toi ou si tu as la chance d'avoir une équipe, essaie de travailler avec ton équipe justement pour qu'ils atteignent un certain niveau d'autonomie, pour qu'ils puissent faire des choses justement sans être soit dépendant des TI ou d'un consultant externe aussi. Fait que nous, c'est entre autres comme ça qu'on voit le volet de la performance géospatiale. Puis après ça, l'autre volet de ta question, c'était... C'était vraiment de savoir, tu sais, est-ce que les gens vont plus vers... On héberge sur le cloud ou les gens acquièrent réellement la solution enterprise qu'ils hébergent chez eux et... Pour le volet, vraiment, là, je dirais de la donnée centralisée, c'est encore très enterprise. Chez eux, il n'y a pas... Les municipalités, comment ils gèrent? Enterprise, hein? Oui, ils gèrent Enterprise. Ils vont tous avoir différentes couches qui vont être publiées sur l'ArcGIS Online. Mais nous, c'est entre autres beaucoup d'automatisation qu'on va faire, justement, du ArcGIS Online, de tous les outils parallèles, pas parallèles, mais qui font partie de la constellation. Puis après ça, comment on peut traiter cette information-là, la ramener dans la base de données centrale, puis après ça, de pouvoir la redistribuer aussi à des équipes terrain ou quoi que ce soit. Okay. Fait que à date, là, oui, clairement, là, dans le monde de la géomatique, oui, les gens de TI et les gens de géomatique, ils réfléchissent en mode cloud, mais à date aujourd'hui, puis je pense que
là, je voulais pas trop m'avancer parce que c'est un peu technique, mais je pense qu'il y a quand même un gros volet de responsabilité par rapport à l'offre d'Esri aussi. OK. Fait que l'offre Enterprise, à date, je te dirais, est là pour qu'elle soit on-site, ou si un cloud, ben, faut souvent que le client lui-même il héberge sa propre infrastructure info-nuagique. Mais c'est sûr. Puis après ça, bon, tu as quand même le lien avec RJS Online. Puis de plus en plus, je crois, encore une fois, je suis pas le meilleur vendeur Esri, mais il y a le RJS Portal aussi maintenant qui permet justement d'envoyer la donnée beaucoup plus facilement, je dirais, cherchable, utilisable dans un mode cloud. OK. Ah, coudonc. Mais je pourrais peut-être me faire challenger en masse là-dessus, puis je serais très ouvert à le faire aussi. Là, je te dis ce que moi je vois aussi. C'est correct, on essaiera d'avoir quelqu'un de chez Esri. Oui, ben exact, c'est ça, vous les inviterez. Oui. Vous les inviterez absolument. FME, ça vient d'où? Save.com, ouais. Safe.com. C'est une entreprise de Vancouver. Eux, ils sont nés Nous, on est avec eux depuis 99. De mémoire, je pense qu'ils sont nés en 95. C'est 2 fondateurs, Don Murray et Dale Lutz. Puis, c'est ça, eux, ils ont bâti une belle business. Ils sont à peu près 200 employés aujourd'hui. Puis, à la base, ils faisaient un outil de dans le fond, de transformation de données, de 2 formats qui étaient dans l'industrie forestière, justement, au BC, puis en Alberta. Puis de fil en aiguille, ils ont créé justement cet outil-là de transformation de données, puis ils l'ont fait croître avec le temps. C'est une très belle compagnie. Une très belle compagnie. Ces 2 gars-là, Dale et Don, c'est des gars qui sont très... moi, je dis souvent West Coast style. C'est très ouvert, très cool. Ils sont quand même pas mal geeks, puis ils s'en cachent pas non plus. Puis tu sais, quand on parlait aussi tantôt de tout leur marketing, là, on avait glissé un peu là-dessus. Un marketing très geek. Ils ont un fan base, je dirais, là, tu sais, très fort. Puis là, je pense que leur prochaine étape, eux autres, ils veulent justement plus se présenter comme une plateforme d'intégration de données plus large. Puis là, ils commencent à s'adresser aux gens de TI. C'est sûr que, comme moi, personnellement, je trouve que l'image geeky, là, elle colle un peu moins. Là. C'était comme le fun pour avoir leur base. Puis, tu sais, ils ont une belle business, elle marche super bien. Tu sais, même derrière, dans le fond, tu sais, moi, quand je parlais, mettons, de Map 3D dans le temps, ben, le FDO, le connecteur FDO qui permettait justement de faire ces transformations-là, ben, c'était une portion white labelée de FME. Le RJS Data Interrupt, que Esri pousse très peu, ben, c'est encore une fois une version un petit peu coupée de FME, puis même toutes les entreprises, Bentley, n'importe quoi, tous ceux tous ceux, la plupart des solutions logicielles qui avaient un volet justement de transfert de données, de transformation de données, il y en a beaucoup qui utilisent FME, donc tout le volet OEM qu'on appelle, là, ils ont une belle business envers. OEM, tu veux dire? Ben, dans le fond, oui, puis je sais même pas c'est quoi l'acronyme, c'est un acronyme anglais, mais ça veut dire, dans le fond, c'est que tu achètes une portion de la technologie puis tu l'embarques dans ta solution à toi. Fait que dans le fond, tu as des royautés à chaque fois que quelqu'un vend une licence. À chaque fois qu'Esri vend une licence Data Interrupt, ben, il y a une royauté qui s'en va chez Safe Software. Même affaire pour Map 3D, blabla. Fait qu'à la longue, ça fait une belle business. Puis moi, j'aime beaucoup dire, ils sont vraiment pas greedy en anglais. Ils sont vraiment pas à l'argent. Moi, je suis rentré chez Consortec en 2006. Acheter une licence FME Pro, c'était 3 000 $. Ben, si tu vas en acheter une demain matin, c'est 3 000 $. Ils n'ont jamais augmenté leur prix. Humbles, hein? Ils n'ont jamais augmenté leur prix, en tout cas moi, en 16 ans que je suis chez Consortec. Puis, même quand tu leur parles, ils n'ont aucune intention de les augmenter. Eux, ce qu'ils veulent, c'est augmenter le footprint, dans le fond, le déploiement de leur solution. Mais ils n'augmentent pas le prix malgré le fait qu'ils augmentent les fonctionnalités à chaque année, mais ils n'augmentent pas le prix, fait qu'ils en vendent juste plus. Puis c'est le marché FME, est-ce que c'est très nord-américain ou c'est déployé worldwide? C'est mondial. Ouais, c'est mondial. C'est utilisé Europe. Très, très, très fort en Europe. C'est drôle parce que, tu sais, nous, au Canada, on est... Ben, en fait, en Amérique du Nord, on est le seul revendeur platine de FME. OK. Puis, de mémoire, je pense que c'est aux Pays-Bas. Ils ont peut-être pas 3 revendeurs platine, mais ils ont au moins 3 revendeurs qui sont au minimum gold. Okay. Puis je pense qu'il n'y a même plus de gold en Amérique du Nord. Fait que tout ça pour dire qu'en Europe, c'est très, très fort. Okay. Moi, je me plais à dire, quand je rencontre des Américains qui ne connaissent pas FME, moi, je me dis, tu sais, au Québec, les gens qui font de la géomatique, je vais dire,
je veux pas dire de façon sérieuse parce que c'est super mal dit, parce que, tu sais, vous faites quelqu'un qui fait de la géomatique open source, mettons, il est pas Esri, mais les gens qui font du Esri puis qui ont une certaine envergure, à la limite, s'ils n'utilisent pas FME, ils savent c'est quoi. Puis s'ils l'utilisent pas, c'est parce qu'ils sont vraiment bons à faire du code. Ouais, mais tu sais, nous autres, là, tous les gens qui ont... Les gros clients Esri au Québec, ils ont presque tout FME. Puis comme je dis, à la limite, ils savent c'est quoi. Ouais. En Ontario, on a développé beaucoup ce marché-là, c'est la même affaire. Puis si tu vas dans l'Ouest canadien, Safe, ils l'ont développé eux-mêmes. Ils ont une équipe de vente directe. Même s'ils n'ont pas de service professionnel, ils ont une équipe de vente directe. Ils l'ont beaucoup développé, c'est très connu. Europe, même affaire. Tu vas en Australie, même affaire aussi. Après ça, bon, l'Asie, ça commence à se développer. L'Amérique du Sud, ça commence à se développer. Mais tu vas aux États-Unis, ils ont des petites poches, mais c'est vraiment pas reconnu. Tu peux aller voir un paquet de Jazz Managers qui ont des équipes de 5, 6, 8, 10 personnes qui ont toute la grosse patente Esri, puis tu leur parles d'FME, puis ils te regardent. Quoi? De quoi tu parles? Puis ils ont-tu des ETL autres ou c'est du code? E-code. Okay. Ben, après ça, il y en a qui vont, c'est sûr qu'ils vont utiliser, mettons, du Model Builder, ils vont utiliser différentes choses. Ceux qui sont vraiment plus gros, des fois, ils peuvent utiliser des outils de type, mettons, Alteryx, qui coûtent à peu près 10 fois le prix des FME, qui font le job, là, c'est clair. Mais c'est ça, il y a un énorme marché à prendre là-dessus. C'est juste que le développement d'affaires, il est quand même long. Parce que nous, on s'adresse mid-size organisation. Puis dans le fond, moi, au départ, je leur dis, tu sais, est-ce que tu veux améliorer ta performance géospatiale? Est-ce que tu veux faire plus d'automatisation, plus faire l'intégration? Ça prend le temps que ça prend pour faire mijoter ça, puis arriver avec mon outil no-code, low-code. Eux, ils le font avec du code, ou il y en a qui font juste pas, honnêtement, ils font juste souffrir. Ils le font manuellement. Ils ont un document Word, fais telle affaire, fais telle opération, va le storer à telle place. Mais c'est con, mais ça existe encore. Là. Puis aux États-Unis, techniquement, c'est le pays le plus avancé techniquement. Moi, je le vois, c'est moi qui fais du développement d'affaires. Là. Est-ce que, parce que vous êtes aux États-Unis, Consortec, vous êtes dans quel genre d'industrie aux États-Unis? Vous êtes dans les utilities? Utilities, municipalités, principalement. Les counties, genre? Counties, municipalités. On a un client state, puis on a quelques clients aussi. Utilities, telco, mettons. Là. OK. Mais tu sais, on pile pas ses pieds à Corem, là. Eux autres, Corem, ils ont vraiment une offre de service qui est vraiment distincte. Nous, encore une fois, des gens qui font du Esri de façon corporate, qui veulent s'améliorer, qui veulent utiliser FME, ben là, à ce moment-là, on entre. Ben, j'avais l'impression, peut-être tu me corrigeras, mais j'avais l'impression que Corem, ils faisaient pas du Esri. Non, ils font aucun Esri. Non, c'est ça, je te dis qu'on se fait pas. Non. Puis même, merci à eux, là, quand ils ont du Esri, ils l'envoient chez nous. Là, ils sont vraiment gentils. Donc, puis même chose, moi aussi, quand je vois des gens qui veulent acquérir de la donnée ou aller plus dans... Ce qu'en tout cas, encore une fois, moi, je l'appelle mal peut-être, là, le Location Intelligence. Mais tu sais, nous, on n'en fait pas de ça. Fait que moi, ça me fait plaisir de les envoyer aussi. OK, c'est très cool. Puis là, ça ressemble à quoi votre roadmap, vers quoi vous vous enlignez? Tu disais tantôt, vous avez travaillé avec Luc Vaillancourt pour faire un rebranding un petit peu. Est-ce que vous développez le marché américain? Vous voulez plus vous implanter au Québec? C'est quoi le roadmap un peu? Ben clairement, la croissance ne se fera pas beaucoup au Québec. T'sais, la plupart des firmes, des villes ou des clients qui font du FME, ils nous connaissent. Il y en a chez qui on va justement offrir des services. Il y en a qui ont acquis une belle autonomie puis qui font leurs choses par eux-mêmes. Fait que la croissance au Québec, c'est vraiment une croissance organique. Okay. C'est vraiment de trouver les bons marchés aux États-Unis, justement, pour le déployer. Je reviens justement de la semaine dernière, j'étais au Texas, on a fait des ateliers en association avec l'association URISA locale là-bas. On l'avait fait en 2020, c'est drôle, parce que c'était notre dernier voyage avant que la pandémie frappe, et c'était notre premier voyage une fois que ça a été, ouvert. Fait que ça, on essaie de voir si on est capable d'avoir du grip au Texas. Je te dirais, là, on a peut-être une dizaine de clients. Fait que l'idée, c'est d'essayer de voir est-ce qu'on peut le faire croître, parce que, tu sais, le Texas, c'est aussi populaire que le Canada. Fait qu'à partir du moment où tu es capable d'avoir du grip là-bas, ça pourrait être intéressant. Puis on souhaite aussi élargir ou, je dirais, préciser certains types d'automatisation. Je te donne des exemples. Mettons, tout le volet, justement, on appelle dans le fond du field to GIS. Tu sais, il y a beaucoup de... Quand on parle avec les départements de géomatique, tout le volet d'automatiser, là, on l'appelle le asset management. On ne sera jamais des experts d'asset management. Mais tout le volet, justement, à partir du moment que tu collectes avec Collector, que tu collectes avec un field apps, avec maintenant, là, on en a qui utilisent le Quick Capture aussi
comment on fait pour justement pouvoir traiter cette donnée-là, puis pouvoir justement l'amener dans ton environnement, pouvoir faire du monitoring là-dessus, puis pouvoir la retourner après. Ça, il y a beaucoup, en tout cas, il semble y avoir quand même plusieurs personnes qui ont des enjeux avec ça. Ils n'ont pas nécessairement le temps de déployer une solution. Fait que ça, c'est le genre de volet qu'on regarde, mais dans notre ligne d'affaires, mais juste préciser des offres de services au lieu de dire moi je suis le champion de la performance géospatiale. OK, mais tu m'aider avec une expertise plus business, si on veut, pointue, là. OK. Ce qui est intéressant, je trouve, à FME, c'est que je pense que au niveau, par exemple, ben, peut-être que je m'avance un peu trop, mais au niveau des projections verticales, vous êtes capable de faire des conversions, right? J'ai entendu le terme, oui. Maintenant, je pourrais pas te donner plus de détails là, par rapport à ça là, au niveau des projections verticales, mais c'est quelque chose que j'ai entendu puis que j'ai vu dans des offres de services qu'on a. Ouais. Non, mais si tu l'as entendu, c'est que c'est important. Oui, absolument. Ah oui, absolument. Mais je peux juste pas rajouter trop. Mais je pense que c'est le cas. Donc. Ben oui, je te dis. Parce que c'est dans quel contexte que toi tu réfléchis à ça? Parce que OK, ouais, je pense que c'est intéressant d'en parler parce que la projection horizontale, OK, comme par exemple, NAD 83 MTM, whatever, NAD 83 UTM de tel endroit, de tel modèle, ça, c'est quelque chose qu'à peu près tous les SIG vont faire facilement. Mais la projection verticale, par exemple, il y a très peu de SIG qui sont capables de faire la conversion, qui sont capables de les gérer, puis je pense que FME est capable de le faire. Puis ça paraît quelque chose d'anodin, mais en fait, c'est un gros problème, puis c'est quelque chose que les gens, des fois, ils ont de la misère à dormir à cause de ça. Okay, ben je vais le prendre en compte. Tu peux le mettre dans ton pitch maintenant là, quand tu vas aller développer. Est-ce que tu as à faire... Non, mais c'est vrai. Est-ce que tu as à prendre en compte justement la projection verticale? Oui. Est-ce que tu as des outils pour le faire? Non. OK, coucou, je suis là. Non, mais c'est ça. Absolument. C'est une des fonctionnalités que pour moi, FME, il fait la différence, en fait. Moi, j'ai une question qui va peut-être sortir un peu du champ gauche, là, mais... Ben, il me semble la mienne a sorti un peu du champ gauche. Mais ça fait quand même un petit bout que tu évolues dans le domaine géospatial au Québec, tu sais, puis tu sais, j'ai l'impression, puis tu me diras si je me trompe, mais j'ai l'impression que t'as même vu les années de vache maigre vers les années de plus grande... J'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne explosion actuellement dans ce qu'on fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu constates aussi ou... Oui, je le constate. Ben, je te parlais tantôt justement qu'il y a des nouveaux départements de géomatique qui naissent, puis qui ont de plus en plus de moyens. Puis même les départements de géomatique existants aussi, de plus en plus, ils ont justement de terme anglais de l'exposure aussi, donc ils vont croître. Fait qu'absolument. Moi, de la façon dont je l'explique, c'est relativement simple. C'est justement les organisations croient au pouvoir des données. Puis, ben, en tout cas, les types d'organisations que nous, on sert, encore une fois, le volet de localisation est super important. Mais même à ça, je rajoutais de façon générale, de toute façon, le volet de localisation est vraiment important. Fait, c'est pour nous, là, chez Concertec, c'est clair quand on fait notre planification, le monde de la géomatique est en grande expansion. Ouais. Par contre, il change aussi. Il change aussi parce qu'il se démocratise. Je me rappelle, vous en avez parlé, je me rappelle plus dans quel podcast, là, mais quand je l'écoutais, vous parliez justement de cette démocratisation-là. Fait que des fois, ça va changer la façon dont la géomatique va se déployer, là. Ouais, ben, tu sais, moi, c'est drôle parce que je me rappelle à un moment donné, je travaillais dans mes débuts, je travaillais en environnement, puis j'étais sur un chantier, puis je parlais avec un gars qui faisait de la géomatique, puis il me disait, il dit, Colin, il dit, c'est plate, là. Il dit, moi, j'avais une belle expertise de géomatique. Puis là, les biologistes y arrivent, puis ils font ça. Ils font de la géomatique, eux autres aussi. Oui. Puis là, parce que c'est rendu suffisamment simple pour dire, t'as pas besoin d'une formation de 40 ans, t'as pas besoin d'une formation de 5 ans pour faire de la géomatique. Tu sais, maintenant, je pense que ArcGIS Pro, d'ailleurs, est rendu à un niveau assez convivial et assez simple aussi, là. Fait que, ouais, j'ai l'impression que... Tu sais, puis je vais banter là-dessus, mais moi, je me rappellerai quand
Moi, j'ai fait mes études quand toi, tu commençais. Je veux pas te vieillir. Là, Non, mais c'est correct. Regarde, tu vois avec ma tête que je suis pas un petit jeune. Mais je me rappelle, j'avais un de mes profs qui donnait le cours d'information géographique. C'était ça le nom du cours. Puis il disait, la géomatique dans les années 90, c'était « the industry of $0 ». Puis genre, là, c'est the industry of $1 billion. Mais oui, tout le monde utilise ça maintenant. Puis tu sais, je pense que même les gros ont... Les grosses... J'asais un moment donné avec un gars de chez Oracle, puis il disait, tu sais, ça s'en vient tout spatial. Tout, tout devient spatial. Tous des... Tu sais, tout ce qui est BI, maintenant, ils ont tout un volet géospatial. Là. C'est trop important pour que tu le laisses de côté. C'est-tu quelque chose que vous faites, ça, du... GeoBI. GeoBI. Ouais. Écoute, ça fait partie des pistes qu'on regarde là. À date, nous, où on joue, on va aider nos clients justement à préparer leurs données pour des data lakes, des data stores, des data warehouses, appelez comme tu veux. Là, il y a différentes moutures de ça pour après ça faire justement des analyses croisées ou juste des fois sortir des rapports. Fait que tout le volet GeoBI, c'est en train. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que les clients, de plus en plus, ils l'explorent. Il y en a qui ont investi. Puis nous, justement, on regarde jusqu'à quel point on peut se positionner, là-dedans, parce qu'ultimement, c'est sûr que tu as donné comme bien le fun, là, mais qu'est-ce que tu en fais, là? Ouais, c'est ça, exact. En même temps, nous autres, on dit, OK, tu sais, on part de où, on arrête où, tu sais, oui, tu veux stretcher ton offre, en même temps, tu veux rester quand même focus. Ça, c'est le volet, je dirais, vraiment entrepreneur. Ça, c'est ce qui est le plus difficile. Puis, tu sais, c'est un podcast qui s'adresse aux entrepreneurs. Moi, ce que je peux dire aux entrepreneurs, là, c'est faites attention de pas trop triper sur la technologie, puis regardez juste soyez focusés, puis en même temps aussi, soyez toujours prêts à faire, je vais dire, un genre d'analyse d'affaires, analyse de proposition de valeur aussi. Tu sais, qu'est-ce que tu offres, comment tu te distingues. Puis ça, c'est des choses que, tu sais, chez Concertec, nous, on a essayé une tonne de choses. Tu sais, on parlait d'évangélisation, mais tu sais, pour moi, c'est important de parler dans notre parcours, entre autres, on a été revendeur de scan 3D Leica. Ah ouais, on s'entend, tu sais, les scans 3D, les cas, là, c'était le. Je souviens que ça l'est encore aujourd'hui, moi, je suis plus ça, mais c'était le NEC plus ultra. Puis nous, dans ce temps-là, on était en BIM, fait que tu réfléchis, tu regardes ton positionnement, puis tu disais, tu sais, dans le fond, qu'est-ce que ça prend justement pour faire du BIM? Il faut que tu sois capable de relever soit ton existant en début de projet ou ton tel que construit plus tard. On est embarqué là-dedans, on a investi, on a embauché des gens qu'aujourd'hui qui travaillent pour... Il y en a qui travaillent pour Jack Artaud, justement, puis qui ont acquis une belle expérience chez nous, puis tant mieux. Mais finalement, on est rentré 2 ans trop tôt. Okay. Il y a tout ce volet-là, qu'on parlait tantôt justement du indoor mapping. Là, je pense que je suis assez expérimenté et assez rusé où j'ai appris pour pas nécessairement faire des erreurs d'entrer dans un marché qui est prometteur, mais qui est en mode encore évangélisation. Fait qu'on l'a connu au niveau des scans Leica. J'avais un vendeur qui était à temps plein là-dessus. J'avais deux spécialistes là-dedans qui étaient là-dessus. Puis on a fait aussi du Google. On a essayé plein de choses qu'on trouvait que c'était cool, puis tu te projettes sans nécessairement avoir fait vraiment, tu sais, une proposition de valeur, d'avoir réfléchi à ce que le marché est rendu là ou quoi que ce soit. Fait que ça, pour les entrepreneurs, là, c'est bien le fun de pas juste triper sur ta techno, parce qu'on tripait solide là, sur les scans. Puis, je veux dire, c'était une belle technologie, puis aujourd'hui, tu sais, maintenant, quand je parle avec des gens de l'industrie, ils en vendent plein là, de ça. Mais c'est ça, dans le fond, le marché aujourd'hui est prêt, les prix ont baissé, tout est différent aussi. Là. Ça, c'est un beau conseil pour les entrepreneurs. Tu vois, ça, c'est l'aspect économiste. Là, c'est vraiment l'aspect businessman. Là. Quand tu es en affaires, il faut vraiment que c'est ça que tu puisses, tu sais, quand on parlait du rebranding, il faut que tu sois capable d'offrir un service à un client, il faut que tu sois capable vraiment de l'aider, au-delà de faire un triple salto arrière incroyable. Là. Ouais, mais c'est ça, c'est tout l'aspect... Quelle est ta plus-value? Qu'est-ce que tu m'apportes? Puis, tu sais, je pense que on dirait que depuis tantôt, tu parles automatisation. Puis moi, dans ma tête, tout ce que ça fait actuellement, c'est crise de main-d'œuvre. Crise de main-d'œuvre, pas. Mais même, tu sais, quand tu dis automatisation, même j'aime moyen ça de dire automatisation. J'aime mieux dire optimisation de processus parce que l'automatisation, c'est un moyen. Je mets pas en valeur, oui, dans un sens, surtout quand on se parle entre experts, on peut parler du moyen, mais ultimement, c'est ton processus, est-ce qu'il est efficace? Moi, je vais te l'optimiser, puis à travers ça, un de mes outils pour l'optimiser, je vais l'automatiser, mais des fois aussi, c'est juste d'enlever des étapes, c'est seulement même pas, je dirais, technologique. Des fois, tu poses la question à quelqu'un, pourquoi tu fais ça? Puis ça arrive vraiment, tu sais, vous l'avez sûrement déjà vu aussi, puis là, il arrête de parler durant 30 secondes.
Sais-tu, je le sais pas. Puis si tu l'enlèves, cette étape-là, ça va faire quoi? Ah, mais sais-tu, ça va rien faire. C'est con de même, mais ça arrive. Fait que il y a zéro technologie là-dedans. Il faut juste réfléchir. Tu mappes ton processus, blablabla, je vous apprends rien avec ça. Puis après ça, j'applique de la technologie, mais en deuxième temps. Là. C'est le fameux, on a toujours fait ça de même. Ça change. Non, mais, mais reste quand même qu'au final, quand t'as fini d'optimiser, tu sauves du temps, tu sauves. Puis tu sauves des besoins en main-d'œuvre à une période où est-ce qu'il y en a pas. Il n'y en a pas, exactement. Oui, puis moi, ce que j'aime bien dire, puis la plupart du temps, les gens sont d'accord aussi, c'est que, tu sais, à la limite, tu peux avoir le temps de le faire. Mais la réalité, c'est que pendant que tu fais de la job un peu répétitive puis à moindre valeur ajoutée, ben en tant que, mettons, en tant qu'analyste géomatique, en tant que géomaticien, t'es pas capable de faire profiter de vraiment ton expertise d'analyse à ton organisation. Fait que là, tu laisses des bénéfices sur la table parce que t'as pas utilisé toute ta compétence au maximum de ce que tu pourrais l'offrir parce que t'as fait des affaires un peu plates et nécessaires, mais tu sais. C'est un bon conseil, ça, parce que à la base, qu'est-ce qu'on vend? C'est pas la façon que tu vas y arriver, c'est l'analyse que tu as de la question. C'est toujours mieux de faire de la stratégie que de faire T'as une super belle carte, elle était écœurante, ta carte ou ton dashboard, il est écœurant, puis tu la regardes, tu dis, mais t'exprimes quoi? Cool, c'est beau. OK, tu fais quoi avec ça, là? Tu vas-tu changer ta route pour ramasser telle chose? Tu vas-tu justement, tu vas-tu reculer ton bâtiment de 10 mètres de la berge parce que tu vas être dans le chenoute dans 2-3 ans? T'sais? Qu'est-ce que tu fais avec ça? T'as-tu pris une meilleure décision d'affaires? C'est beaucoup ça. Puis, techniquement, les géomatiens, vous autres, moi j'en suis pas, mais vous autres, c'est ça. C'est vraiment ça votre job. Vous ferez un podcast là-dessus, c'est quoi un géomaticien? On a un podcast qui dort là, sur les parcours de géomaticiens. Oui, parce qu'ils sont tous différents. Ils sont tous différents, puis tu sais, je veux dire, je pense que c'est un bon message aussi à passer aux étudiants qui veulent percer dans le domaine parce qu'il y a plusieurs voies, en fait. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, depuis... Là, tu sais, on commence à avoir quand même eu pas mal d'invités sur le podcast, puis tu sais, ce qu'on constate, là, c'est que le monde de la géomatique au Québec, là, c'est très hétéroclite, là. Tu sais, oui, t'as un peu la voie royale là, de dire, ben, tu deviens arpenteur géomètre, tu deviens... la voie royale. Non, mais, tu sais, qui est la voie de... T'as fait un bac en géomatique, etc. Mais, tu sais, ce qu'on constate depuis qu'on interviewe des gens, c'est... Colin, les gens qui ont des business en géomatique, ben, c'est des géographes, c'est des gens en économie, c'est des gens qui viennent du milieu de la business. Fait des ingénieurs. Des ingénieurs, exactement, comme mais ça, c'est le côté entrepreneurial, mais il n'y a pas juste non plus le côté entrepreneurial, par exemple. Il y a d'autres côtés aussi. T'sais. Non, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est que quand même... Nous, on prend les présidents, les partenaires, j'avoue. Mais non, mais tu sais, ce que je veux dire par là, c'est que crime, le monde de la géomatique, tu sais, tu peux être un acteur influent en géomatique puis venir d'un parcours qui est totalement... sans être un géomaticien. Ouais, exact. Tu sais, je veux dire, on vient de faire un podcast avec Jack Artaud, puis Félix est pas un géomaticien de base. Là. Non, il a eu l'idée, puis ça vient effectivement. Félix, il vient d'une entreprise à la base d'information immobilière. Exact, c'est ça. Plus axé sur économie, justement. C'est ça, exact. Il y aurait, tu sais, GLR, je pense qu'ils avaient une armée d'économistes, en fait. Exact. Plus que d'autres choses. Ben, en tout cas, merci François pour tes lumières. Ça a été super intéressant, belle perspective. Ben, merci de m'avoir invité. C'est une discussion effectivement intéressante sur le sujet puis de voir comment ça peut s'appliquer de façon étendue. Ah ouais, puis c'est justement, tu sais, moi je trouve que ça a été très cool parce que de voir un peu quelqu'un qui développe pour les géomaticiens, par des géomaticiens quand même, là, c'était comme une première à date. La perspective est intéressante. Exact. Des bons conseils aussi. Donc, c'est ça pour le podcast cette semaine. Donc, j'en profite encore une fois pour vous inviter, si jamais
vous avez fait un bon coup dans le domaine du géospatial ou vous voulez venir parler de votre expertise, on est toujours à la recherche d'invités. On veut faire connaître ce qui se fait de bon dans le domaine du géospatial au Québec et dans la francophonie en général. Donc, et également, si jamais vous êtes intéressé à commanditer le podcast, on est toujours à la recherche de commanditaires, donc c'est juste à nous contacter. Et Jonathan, est-ce que tu veux faire tes salutations? Ouais, ben oui, soyez pas gênés, on est sur toutes les plateformes, LinkedIn, Instagram, Facebook, on est là, contactez Charles ou moi directement. Puis, bonjour la francophonie, l'Afrique, la France. On est là, on est tous ensemble. Donc, merci bien et à la prochaine. OK, salut.